le strike and fade qui ne s'utilise pas. Les règles principales qui changent, le strike and fade. Donc ouais, globalement, des gros changements sur les Sylvanettes. C'est reparti. Ça va encore être l'intro, ça. Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de... Jim, comme d'habitude. Oui, ça change. Ouais. Alors, on est dans un accoutrement un petit peu spécial. Il faut savoir qu'on a eu des problèmes de température de pièces. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu original. On tourne, pour ceux qui ont prévu des manteaux malgré les 40 degrés dehors, en manteau. Exactement, donc moi j'aurais un petit peu froid. Voilà. Donc, voilà, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le BT Sylvanette. Rendons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Donc aujourd'hui, review Sylvanette. Yes. Beaucoup de changements, une armée que tu affectionnes particulièrement, de la mobilité, etc. Plein de choses qu'on va voir tout de suite. On attaque tout de suite avec le début, une petite partie de l'or, mon petit Jim. Est-ce que tu peux nous expliquer les évolutions Sylvanette au niveau de l'univers pour ce début de V4? Alors, est-ce que tu vas me poser la question pour chaque BT qu'on va faire? Pas d'évolution, on reste pareil, on aime beaucoup à l'Ariel et puis voilà. Ok, super, merci beaucoup. On attaque nous tout de suite les traits de bataille qui sont au nombre de 3. Le premier, une fois par tour, choisissez comme cible n'importe quel nombre d'unités Sylvanette amis entièrement à 6 d'un Wildwood, donc bois sauvage éveillé, soigné de D3 chaque cible. Alors, toutes les figurines qui sont entièrement à 6, on voit déjà, et on va le dire tout de suite, les portées vis-à-vis des forêts, des habilités, etc. Avant, on avait beaucoup de 9. Tout a été ramené à du 6, entièrement à 6, etc. Il va falloir pratiquer pour voir à quel point c'est impactant en fait de passer de 9 à 6. Forcément, ça a un impact, on va pas se mentir. Surtout quand les objectifs ont réduit de taille. Exactement. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'on va faire avec cette portée qui a été un peu réduite. C'est la première doléance sur le BT Sylvanette. On va voir qu'il y en a d'autres, mais on a gagné d'autres choses. Donc, ouais. Deuxième aptitude, fin de n'importe quel tour. Donc c'est l'ancien Strike and Fade. Choisissez une unité Sylvanette amie en mêlée, premier changement, et qui est entièrement à 6 d'un Wildwood ami pour utiliser cette aptitude. Retirez l'unité du champ de bataille et placez-la à nouveau sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies et entièrement à 6 d'un Wildwood ami différent. Exactement. Alors comme on l'a dit, on va pas le répéter à chaque fois, la portée, hein, comme vous pouvez le voir, de 9 à 6. Bon, ok, à voir comment on va pouvoir le mettre en place. Maintenant, on va s'intéresser surtout, c'est que il précise d'être en combat, première précision. Exactement. Donc, fini de raser ce qu'il y avait devant et de repartir avec sa petite forêt, il va falloir qu'on n'ait pas tout rasé, donc c'est un peu contre-intuitif. On va voir comment on va se débrouiller avec ça. Et deuxièmement également, gros changement, hein, c'est que c'est à la fin de n'importe quel tour. Donc du coup, également au tour adverse où il va jouer, va vous impacter, vous pourrez repartir. Ouais. Donc ça par contre c'est un bon bonus de replacement surtout pour voilà, se préparer à son prochain tour, etc. Moi j'aime bien, particulièrement j'aime bien l'écriture comme ça. Ouais, et ce qui a quand même beaucoup changé, c'est qu'avant c'était immédiatement après avoir tapé, Oui. et là on passe à une fin de tour. Alors vous verrez, c'est pas forcément le BT pour lequel c'est le plus dramatique dans le sens où il y a moyen d'avoir des bonnes sauvegardes. Voilà, on perd le côté je m'en vais instantanément, on a une contrainte supplémentaire comme tu l'as dit qui va peut-être nous pousser à faire des charges un petit peu en coin, ce qui fait mal dans une méta où tout est porté 3. Ouais. Par contre en contrepartie on peut le faire tous les tours, donc bon, voilà, à voir ce que ça va donner. La dernière, arpenter les sentiers cachés. Choisissez une unité Sylvanette ami qui n'est pas en mêlée et qui est entièrement à 6 d'un Wildwood ami. Retirez l'unité du champ de bataille et placez-la à 9 sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies et entièrement à 6 d'un Wildwood. C'est grosso modo la transposition de l'ancienne règle. Ouais, exactement. Voilà, donc de la mobilité, vraiment le cœur de l'armée Sylvanette est toujours là. On passe tout de suite aux 4 sous-allégeances de ce Battle Tome. Première allégeance, champ régénérant, donc les seigneurs du clan. Quand vous utilisez l'aptitude repousse perpétuelle, qui est le soin de D3, vous pouvez soigner 3 sur les monstres au lieu de D3. Ouais, alors ça j'aime beaucoup parce que en Sylvanette on a des gros monstres qui font très mal. On pense aux Durtu, on pense aux hommes arbres, on pense à l'Ariel qui, no spoil, se soigne encore. On va pouvoir remonter vraiment ces figurines, surtout qu'il y a des moyens de ramener à la vie un petit peu comme avant, vous allez le voir. Donc quand on ramène quelque chose à la vie qui a des dégâts déjà alloués parce qu'on ne peut pas les ramener full, pouvoir ramener 3 PV, c'est à la fin de chaque tour, hein, on n'oublie pas la règle principale.
Eh ben, no spoil, si on fait un double tour, par exemple, on ramène 6. Et on n'oublie pas qu'on peut combiner ça avec le ralliement qui aujourd'hui se fait sur les monstres. Ouais. En stat, 3 PV ramenés, donc plus les 3 PV de cette sous-allégeance, ça fait quand même 6 PV ramenés. Si votre adversaire se rate sur vos grosses pièces, globalement, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir ramener jusqu'à 6 PV avec, évidemment, un petit PC en poche hein, pour le ralliement. Donc vos grosses pièces vont pouvoir bien remonter. Et pour l'adversaire, c'est tout de suite dramatique de ne pas réussir à les sortir parce que il va investir des ressources pour des PV que vous allez ramener, etc. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette sous-allégeance. Et c'est d'ailleurs celle qui me fait le plus de l'œil. Mais on va regarder les autres. La deuxième, Paria, l'aptitude s'appelle Terreur des frondaisons. Soustrayez 3 au score de contrôle des unités ennemies tant qu'elles sont emmêlées avec des unités sylvanettes amies. Ouais, donc c'est loin d'être mauvais hein, parce que c'est toutes les unités sylvanettes. Moins 3, vous allez quand même pouvoir conserver vos objectifs de manière assez sûre parce que moins 3, plus ce que vous allez poser sur les objectifs, ça commence à faire beaucoup. On peut le voir autrement. Si jamais vous avez un doute sur la force de cette sous-allégeance, c'est comme si vous aviez un +3, entre guillemets. Voilà, c'est la différence que ça fait. Tout de suite, un monstre qui compte pour 5 et qui met -3 à l'adversaire, ça crée un sacré gros différentiel. Moi, j'aime bien aussi celui-là. Franchement, il se discute bien. On passe au troisième, Peuple de la forêt. Ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées par les unités d'infanterie sylvanettes, qui ne sont pas des curnautes, et qui ont chargé au même tour. Voilà, donc déjà, qui ne sont pas des curnautes. Du coup, quand on regarde un petit peu les unités d'infanterie sylvanette, c'est pas tellement des infanteries qui sont là pour aller cac, donc aller au corps à corps. T'as pas forcément envie même de charger, hein, parfois avec. C'est plus des écrans ou des unités satellites qui vont aller accomplir des tactiques de bataille ici et là. Donc, je suis pas fan. Ouais, la dernière, Esprit libre. Choisissez une unité de cavalerie sylvanette amie pour utiliser cette aptitude. Cette unité peut utiliser des aptitudes de charge, même si elle a utilisé une aptitude de course à ce tour. Ouais, c'est pour tout ce qui va être libellule, c'est pas mal. On avait déjà une sous-allégeance qui permettait de faire un premier mouvement en début de partie. Là, on le retrouve sous forme de course et charge, qui est à mon sens meilleur parce qu'on le garde dans toute la game. Moi, j'aime bien aussi, il se discute. Ça dépend, forcément, si vous jouez beaucoup de libellules, vous allez le regarder et potentiellement le jouer même. Ouais, à noter quand même qu'il y a des unités qui font ça mieux, sans avoir la restriction de une unité. Oui. Donc, Alors, c'est vrai que on va en reparler, mais Beltanos, on fait un petit spoil dessus. Il a toujours une habilité qui a un peu changé, mais qui est globalement la même chose, qui permet de courir et charger avec 3 unités. Donc, si on le joue, pourquoi on joue ça, quoi. exactement. Donc bon. On passe tout de suite au trait héroïque premier, qui est une réaction. L'adversaire a annoncé une aptitude de sort ou de prière. Grosso modo, ce que ça vous dit, c'est que vous pourrez ignorer sur un 3+, une aptitude de sort ou de prière. Ouais, exactement. Bon, on verra qu'il y en a des mieux derrière, mais pourquoi pas, hein, à voir. Ouais, c'est dépendant, c'est quand même dépendant de l'armée adverse. Les sorciers sont chers, il y a moins de héros, C'est un les 3+. prêtres sont chers. Bon, voilà. Deuxième, votre phase de mouvement, c'est chanteur de guerre. Choisissez une unité sylvanette amie entièrement à 12 de cette unité comme cible. Ajoutez 2 la caractéristique de mouvement jusqu'à la fin du tour. Ouais, alors moi je préfère largement celui-là parce qu'on a toujours les Durtus qui sont un petit peu lents. Rajouter 2, ça permet quand même d'avoir déjà plus de portée. Ouais. On commence à avoir une sous-allégeance qui peut ramener 3 PV donc sur un gros. On a envie d'envoyer un monstre en avant, donc typiquement je parle du Durtu parce que c'est un très bon exemple, tout le monde le connaît. On a envie d'envoyer le Durtu assez vite, taper, revenir et se soigner, sachant qu'aujourd'hui il va passer quand même une phase de cac avec l'adversaire avant de repartir grâce au Straken Fade. Voilà, il aura pris un petit peu de dégâts, on pourra lui remettre des PV dessus. Quelquefois, ces 2 pas, ça peut jouer beaucoup Ouais. quand on se bouge de 5. Moi, j'aime bien celui-là. C'est assez sympa. Et dernier, c'est passif, c'est chanteur de sort. Tant que cette unité est à portée de mêlée d'un Wildwood, si cette unité est un sorcier, on ajoute 1 au jet de lancement. Si elle n'est pas sorcier, elle devient sorcier 1. Ouais, bon, c'est pas mal, ça rajoute un sort. Alors, justement, on va en parler. Les forêts, c'est toujours des sorts qui permettent de les invoquer. À noter qu'aujourd'hui, ça sera spécifié, mais on peut avoir que... Il n'y a aucun moyen d'avoir plus de 3 forêts sur table, ok, très clairement. Il va toujours falloir que vous ayez des sorciers pour invoquer des forêts et pouvoir jouer avec vos forêts parce que si vous avez plus ça, très concrètement, l'armée perd beaucoup. Ouais. Donc, il se regarde vraiment attentivement parce que justement, vous avez toujours besoin d'avoir un sorcier pour invoquer une forêt. C'est pour ça qu'on va le regarder celui-là. Et le plus 1 cast, c'est pas négligeable. On rappelle que des figurines comme Exactement. Nagash n'ont que +2. Les +1 généralisés ont quand même relativement disparu.
Donc avoir un plus 1 au cast, on l'a vu en Cool Boys, voilà, c'est relativement rare. Nous passons donc maintenant aux reliques de la nature, les artefacts de pouvoir. On commence avec la première, graine de renaissance. Si cette unité est censée être détruite, jetez un dé avant de la retirer sur 3+, on la laisse avec 1 PV. Exactement, on l'avait déjà celui-là. J'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui on peut faire le ralliement comme on disait. Je reprends l'exemple du Durtu. Il revient à 1 PV, dramatique pour votre adversaire. Vous regagnez 3 PV, imaginons que vous soyez dans la partie des forêts évidemment. Vous faites un ralliement dessus, imaginons que vous avez Strike and Fade, vous êtes reparti parce que vous êtes en mêlée, on le rappelle à chaque fin de tour. Vous regagnez encore 3 PV grâce au ralliement, du coup vous êtes remonté à 6, vous êtes donc à 7 PV. Voilà. C'est embêtant pour l'adversaire et moi j'aime beaucoup, ça combine donc du coup avec l'allégeance qu'on disait pour regagner 3 PV, ça combine avec le fait d'avoir plus 2 de mouvement sur votre Durtu pour l'envoyer dans la bataille un peu plus rapidement. Franchement j'aime beaucoup celui-là, ouais. Ouais, c'est balèze, ça sera toujours utile, parce qu'il suffit juste d'avoir une unité qui meurt. Et on peut le faire relativement facilement. Deuxième, glaive de verbois. Choisissez une unité ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. Jetez un des 3 sur 2+, on inflige autant de blessures mortelles. N'importe quelle phase de mêlée. Ouais, très moyen celui-là. On a des trucs qui meulent fort en Sylvanette, on n'a pas de problème de dégâts, on n'a pas de problème de perforation d'armure. Ouais. Bon, c'est ok. Le dernier, n'importe quelle phase de mêlée, choisissez une unité ennemie en mêlée avec cette unité comme cible, jetez un dé sur 3+, ajoutez un au jet de blessure pour les attaques de mêlée faites par les unités Sylvanette amies qui ciblent l'unité ennemie à cette phase. Un plus un bless, c'est toujours très bon, donc on va toujours le regarder. Je préfère le premier, mais celui-là, clairement, se discute en fonction. Il est très cool parce que il y a des occurrences de frappant dernier dans le Battle Tome. Donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir un plus 1 à la blessure sur pas mal de monde, et c'est aussi au tour adverse. Donc, un bon artefact. On attaque tout de suite le domaine de magie. Donc le domaine de magie Sylvanette, on va commencer par le sort illimité, qui est l'invocation de forêt. Grosso modo, ce que ça vous dit, valeur de lancement de 6. On peut invoquer une nouvelle forêt à 18 à plus de 3 de tout, si on n'a pas déjà 3 forêts. Si on a 3 forêts, on soigne les forêts de 3. Exactement, donc c'est comme on l'a dit plus tôt, c'est le sort qui va vous permettre de ramener des forêts sur le champ de bataille, et comme il est indiqué, si on a déjà 3 forêts, on les soigne uniquement, donc on ne peut pas avoir plus de 3 forêts sur table. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Alors, il y a un détail aussi à noter, on le verra quand on verra les forêts, mais un élément de forêt, c'est 8 PV, ok. Quand on rajoute un deuxième élément, c'est 10 PV, et quand on rajoute un troisième élément, c'est 12 PV. Donc globalement, on gagne 2 PV par élément de forêt qu'on rajoute. Et le gros changement de ce sort, c'est que c'est devenu le sort illimité. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez beaucoup de sorciers, vous pouvez invoquer une deuxième forêt, invoquer une troisième forêt, ou alors soigner plusieurs fois de 3 vos forêts au même tour. C'est extrêmement bon. Maintenant, ce qu'on a perdu, c'est le fait qu'au début de la bataille, on pouvait choisir 3 éléments de décor pour que ce soit des forêts. Ça n'existe plus. Sites de pouvoir. Ouais, les sites de pouvoir, mais ça n'existe plus. Vos seules forêts, c'est celles que vous allez invoquer via la magie ou celles que vous auriez dès le début de la bataille. Donc, il était quand même indispensable que ce soit un sort illimité. Sinon, ça aurait causé problème pour le mécanisme global de l'armée. Exactement. Ensuite, le deuxième, valeur de lancement de 6, esprit colérique. Donc, grosso modo, ce sort, portée de 18, le sorcier cible un Wildwood. Jusqu'au début de votre prochain tour, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées par les unités Sylvanette amies, tant qu'elles sont entièrement à 6 de la cible. Ouais, c'est le trisson qui a un peu changé comparé à avant. Plus 1 perforation d'armure, c'est rare de voir des plus 1 perforation d'armure. On est très content de le prendre en Sylvanette. On va pouvoir meuler ce qu'on a besoin de meuler avec une bonne perforation. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est très fort. Il le faut, c'est très fort. Le dernier, valeur de lancement de 7, les êtres du dessous. On choisit une cible qui est à 12 du lanceur ou à 6 d'un bois sauvage. On jette autant de dés que le nombre de figurines. Sur chaque 5+, une blessure mortelle. Donc du coup, un anti-horde assez solide, puisque a priori, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est celui qui est sur du 5, alors que la plupart des autres sont sur du 6. Ouais, c'est un bon anti-horde, comme tu le dis. Après, il se lance à 7. C'est pas non plus si simple de le lancer. Bon, c'est un bon sort quoi qu'il arrive, donc quand il y aura une grosse masse de figurines, une grosse unité avec plein de figurines, on serait content de l'avoir. Maintenant, principalement, on va pas se mentir, c'est les forêts qu'on va faire et un petit trisong histoire d'améliorer sa perforation d'armure. Les Sylvanette Wildwood, donc qu'est-ce que c'est? C'est déjà un socle en 8 PV en sauvegarde à 4. A noter qu'au niveau des lignes de vue, les Sylvanette voient à travers, mais pas les unités ennemies. C'est un obscuring, c'est un peu un miroir en titan, c'est assez stylé. À noter qu'aussi, l'ancienne aptitude qui était des blessures mortelles à la phase de héros en fonction des sorts, machin, c'est fini. Maintenant, à toutes les phases de mêlée, vous allez pouvoir, sur un 4+, mettre des 3 BM aux unités ennemies qui sont à côté. Donc voilà. Au niveau du setup, c'est pareil, c'est 3 éléments de terrain. Et surtout, vous pouvez démarrer la partie avec
une Sylvanette Wildwood sur la table, dans votre territoire, même restriction. Exactement, voilà. Rien de plus à dire, c'est quasiment la même chose que c'était avant, mis à part qu'aujourd'hui ils ont des PV. On attaque donc tout de suite les War Scrolls et on commence avec la Reine Éternelle à l'Ariel, 14 de move, 16 PV, save à 3, donc déjà on est sur un châssis assez énervé. Elle a toujours sa lance de Kurnoth, mais qui est passée portée 12 dégâts 4. C'est moins frustrant, ça évite de se faire one-shot des héros. Au corps à corps, ça meule assez fort, il n'y a pas de mot-clé particulier. Le Beetle est dégâts 4 et la lance de Kurnoth est dégâts 2. Assez sympa. Au niveau de ce qui a changé, avant elle avait un soin à notre phase de héros. Maintenant elle a une aptitude à toutes les phases de héros qui va demander soit d'ajouter 1 au lancement des sorts, soit de soigner 2 des 3. Donc c'est très bon. Et c'est alors n'importe quelle phase de héros, hein. Donc c'est la vôtre et celle de l'adversaire. Ouais. On commence à voir qu'en soin, elle, si elle n'est pas morte, très clairement, elle n'est pas loin d'être full en tout cas. Ouais, ça va être long. Elle a une deuxième aptitude qui est nouvelle pour le coup, qui est d'espèce de dégâts d'impact, à savoir que une fois par tour, n'importe quelle phase de charge, si elle a chargé, sur un 3+, sur les unités d'infanterie, elle inflige autant de blessures mortelles. Ouais, c'est ok, c'est le dégât d'impact. C'est très bien. Elle a une aptitude de rip-hop qui est nouvelle. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que lorsque vous avez une unité qui est morte, ou alors si c'est elle qui est morte, ça ne peut être que elle la cible, sur un 4+, vous ramenez une unité de remplacement moitié effectif arrondi supérieur, entièrement un up d'un Wildwood, avec 8 points de vie alloués, si c'était un monstre. Ouais, exactement. Et ça, c'est, mine de rien, très bon, parce que du 4+, alors, si elle est, sous-entendu, il faut bien comprendre la règle, si elle, vous l'avez perdue, vous lancerez un dé à chaque fois, que pour elle, jusqu'à ce que vous la rameniez. Le mécanisme est différent, mais comme vous lancez le dé à chacune de vos phases de mouvement, eh ben, sur 4+, mine de rien, ça fait une chance sur 2, donc sur 2 tours, statistiquement parlant, à un moment donné, elle va revenir. Ce qui est bien de noter, c'est que ça renforce pour moi l'idée de jouer un petit peu des grosses pièces, d'Urtu, tout ça. T'as pas peur de les envoyer si tu joues à l'Ariel, parce que sur 4+, potentiellement, tu peux les ramener. Donc déjà, mentalement, votre adversaire se dit, ok, c'est déjà pénible de se gérer une grosse pièce comme ça. Si en plus, quand il meurt, il a l'artefact qui revient à la vie, si en plus il regagne 3 PV, si en plus il peut regagner encore 3 PV avec un ralliement, si en plus sur 4+, il revient avec 8 PV alloués, mais qu'il peut faire un ralliement au tour suivant, et donc en plus de ça regagner 3 PV, vous avez compris, le truc revient avec des dégâts alloués, mais il remonte très vite full. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fonctionne mieux sur les monstres, comme on peut ramener les PV, là où on ramène une moitié d'unité, type d'infanterie. Bon voilà, donc c'est juste très bon. À noter quand même, elle a toujours son sort de métamorphose qui est maintenant passé portée 12, valeur de lancement de 7, 2 des 3 blessures mortelles à la cible. Si l'unité est détruite, on invoque une forêt de la même manière que si on avait lancé le sort. Donc grosso modo, l'Ariel, elle a surtout perdu son invocation. Ouais. Mais on voit que Games est en train d'instaurer en fait un lissage du rip-hop dans le jeu. C'est-à-dire les armées qui avaient de l'invocation aujourd'hui, ça passe par du rip-hop avec des jets de dés autour de figurines hyper emblématiques. Là, c'est à l'Ariel avec du 4+. Ouais. Je pense qu'elle va être une mécanique assez frustrante, c'est-à-dire que 4+, c'est là où la variance est maximum. Donc en fait, sur un D6 en tout cas. Donc en fait, il y a des parties où tout va bien se passer. Et le problème, c'est que ramener un Durtu au T2 ou au T5, ça n'a pas le même impact. Et voilà, c'est un mécanisme qui est nouveau. Je comprends l'intérêt de vouloir calmer l'invocation, parce qu'honnêtement, il y a des armées où c'est complètement fumé, comme Feu Séraphon, etc. Mais là, on rentre dans une mécanique de 4+, où en fait, on va aller chercher à faire mourir potentiellement un Durtu rapidement. Si tu loupes tes 4+, pendant 2 tours, oui, c'est sûr, t'es dégoûté. Ouais. T'es mal. Voilà. Ouais. Donc voilà, quand même, petite doléance, en tout cas de ce point de vue-là. Maintenant, c'est un bon moyen d'avoir du rip-hop dans l'armée, et il n'y en a pas 50. Voilà. On passe ensuite à la Dame des Serments, donc 8 de move, 8 points de vie, save à 3, toujours au C5. Elle a un bon profil de corps à corps en crit mortel avec 6 attaques en 3/3-2. Elle a un passif, cette unité compte comme un bois sauvage éveillé pour les besoins des aptitudes repousse perpétuelle, arpenter les sentiers cachés et frapper et disparaître, c'est-à-dire littéralement les 3 traits de bataille. Elle a une aptitude qui s'utilise une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée. Choisissez une unité ennemie en mêlée avec cette unité comme cible, jetez un dé sur 2+, choisissez un des effets suivants à appliquer jusqu'à la fin du tour, -1 à la touche, ou +1 touche pour toutes les unités amies qui tapent sur la cible. Ouais, elle avait quelque chose déjà comme ça de similaire auparavant. Là où elle est très bien, et après on parlera de son sort effectivement qui est assez énervé, mais juste pour
que vous le compreniez bien, c'est qu'aujourd'hui les forêts ont des PV. Donc du coup, votre adversaire peut cibler les forêts, les détruire, et là vous perdez un petit peu votre mécanisme d'armée, très concrètement. Elle au moins, elle comptera toujours pour une forêt. Ça vous permettra toujours d'effectuer au moins à minima quelques tricks de forêt, ou bien juste le soin qui est autour d'elle qui peut être pas mal. Exactement, et donc elle, contrairement à l'Ariel, c'est seulement un sorcier de niveau 2, et c'est le classique Ward à 5, valeur de lancement de 7, entièrement à 12 d'elle. Ouais, c'est très bon. C'est très bon parce que on commence à le voir, on a beaucoup de save à 3, donc on est sur une armée qui va avoir save à 3, qui va pouvoir appliquer des malus à la touche. Ward à 5, c'était bon en V3, ça reste excellent. Ouais, parce qu'en plus, on continue avec des grosses pièces qui ont pas mal de PV et qui regagnent des PV aussi facilement. Bah, une Ward à 5, c'est le 1-2 PV malheureux que vous n'auriez pas réussi à faire sur un Durtu, encore une fois, on va le prendre un exemple. Et il va remonter en PV, va remonter en PV grâce à cette petite Ward. J'aime beaucoup. On passe ensuite à un autre nommé, qui est donc Drisha, même châssis, 10 points de vie, save à 3, 9 de mouvement, 5 d'OC. Donc Drisha, on la connaît, elle est principalement connue pour avoir un volume d'attaque qui est colossal. Grosso modo, au tir, c'est 10 attaques, et en mêlée, elle a un profil à 5 et un profil à 10 attaques. A noter que c'est Reine-1, dégâts 2, Reine-1, dégâts 1. Les deux profils ont gagné anti-infanterie. Donc on est vraiment sur un personnage d'anti-infanterie énervé. Elle attire en mêlée sur son profil de tir. Au niveau des aptitudes, une fois par tour à n'importe quelle phase de héros, on choisit un des effets. Soit on rajoute 10 attaques sur l'attaque de tir, soit on rajoute 10 attaques au corps à corps sur l'attaque de compagnon. Petit changement vis-à-vis de ça. Avant, c'était au début du round. Ouais. Maintenant, ça se choisit à n'importe quelle phase de héros. Donc ça veut dire phase de héros adverse, votre phase de héros. C'est pas mal au niveau adaptabilité. Ensuite, elle a une aptitude une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée. On choisit une unité ennemie avec laquelle elle est en mêlée sur un de plus. On divise par 2 son score de contrôle. C'est très très bon. Et enfin, elle a un sort, champ de dépit, valeur de lancement de 6. On choisit une unité d'infanterie ennemie qui est à 12 d'elle. Les effets suivants s'appliquent jusqu'à la fin du tour. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée faites par les unités Sylvaneth amies qui ciblent cette unité. En outre, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée faites par les unités Fiel Revenant ou Sylvetorve amies qui ciblent cette unité ennemie. Donc à savoir, c'est les Spites et la bande Warcry. Exactement. Donc un +1 hit en sort, globalement, c'est ça qu'il faut retenir, parce que les deux autres unités sont ok, mais C'est pas des unités de close. voilà, exactement, on sera content de prendre un +1 hit sur des Curnods, des trucs comme ça, et sans avoir à payer un PC. Donc elle est très bien, Drisha, elle est très bien. Le fait de diviser le scoring par 2, mine de rien, diviser par 2, ça commence il faut la tuer quoi, pour reprendre l'objectif. Ça se combine en plus pas mal avec l'allégeance qui permet d'avoir +3 au scoring, si on l'a choisi. Donc moi j'aime bien, franchement. Ouais, elle est hyper intéressante, hein. Grosso modo, mine de rien, son profil d'anti-infanterie est assez colossal. C'est-à-dire qu'elle va cogner Rennes-2, dégâts 2, Rennes-2, dégâts 1 sur les attaques du compagnon. Honnêtement. Sur l'infanterie, c'est PA-2, c'est très bon. Ouais, c'est une très bonne entrée. On passe maintenant à une des dernières entrées Sylvaneth à être sortie. Et quelle belle figurine avec Beltanos, la première épine de Kurnoth. Grosso modo, au niveau du close, 5 attaques en 3-3, moins de 2, plus un dommage en charge. Et ensuite, les attaques du compagnon, 4 attaques en 4-2, moins de 3. Il n'a plus d'attaque dégâts 4. La première chose à noter. Au niveau de ses aptitudes, par contre, il est toujours aussi intéressant. À savoir qu'à notre phase de charge, on va pouvoir choisir 3 unités Sylvaneth n'importe où sur la table qui vont pouvoir charger même si elles ont couru. Toi, tu l'utilisais déjà en V3. Ça tombe bien. Sur un live, ouais. Ensuite, une fois par bataille, il va pouvoir choisir un élément de terrain à 6 de lui. Et jusqu'à la fin de la bataille, cette unité va gagner 6 de pouvoir, donc la règle vis-à-vis des core rules, et compter cette unité comme un Wildwood vis-à-vis des règles des traits de bataille. Très très bon. Et enfin, une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, on va choisir une unité ennemie en mêlée comme cible, on va jeter un D3, et sur un de plus, on va retirer Beltanos et le reset-up à 1 de cette unité. Exactement. Alors, et mettre les BM. Beaucoup de choses à dire sur l'ami Beltanos. Déjà, ses 3 aptitudes sont très bonnes, les 3. On notera quand même qu'il a perdu sa protection à 5+, il ne l'a plus. C'est pas dramatique, c'est pas très grave. Ce pouvoir, on va passer sur celle qui s'effectue en mêlée, qui lui permet en fait globalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en gros, vous allez rester engagé avec l'unité avec laquelle vous l'étiez au début de la phase de combat, mais vous allez pouvoir la replacer en mêlée à 1 de l'unité avec laquelle vous avez fait cette habilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un peu compliqué pour finalement dire pas grand-chose, simplement c'est que l'ennemi fait un cordon devant vous pour protéger ses unités importantes, et s'il ne fait pas attention, vous
Sur 2+, avec un D3 évidemment, vous pourrez replacer Beltane derrière le cordon et maintenant n'oublie pas que la range est passée de 3 pour toutes les armes. Vous allez pouvoir choper des unités qui étaient bien protégées derrière le cordon de l'adversaire et potentiellement pouvoir taper des unités auxquelles il ne s'attend pas. Et en plus c'est très compliqué parce qu'il a un gros socle, la portée 3 plus le gros socle qu'il a fait qu'on peut aller choper des choses bien loin, et donc c'est un casse-tête et c'est un enfer pour l'adversaire pour se prémunir de ce mouvement en début de phase de combat. Donc ça déjà c'est très bon. La deuxième habilité, alors site de pouvoir, c'est excellent, parce qu'on a des très bons sorts en Sylvaneth, donc on est très content de pouvoir faire ça, et ça rajoute une forêt. On a dit, la même chose est valable pour lui, on a parlé de la Dame des Serments, lui c'est pareil, le fait de pouvoir rajouter une forêt dans notre partie, c'est juste excellent en fait. Et après, et bien évidemment, choisir 3 unités sans avoir de portée, n'est-ce pas Dora, pour courir et charger, c'est super fort et c'est super bon. Il était déjà bon avant, on le jouera toujours. Moi, j'ai toujours envie de le rentrer dans une liste parce qu'en fait, ses aptitudes sont juste trop bonnes pour pas être joué en fait. Et on n'oublie pas qu'avec Alarielle, ça permet également de le ramener sur 4+. Quand on ramène un ton comme ça, qui va vite et qui donne la projection à votre armée d'aller vite dans l'armée en face, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, tu as envie d'envoyer ton Durtu le plus vite possible pour pas tenter des 4+ au T4 ou T5. Là où ça serait dommage de jouer à l'Ariel pour tenter les 4+ à ce niveau-là, et lui il y va vite, c'est un missile, il peut transformer d'autres personnes en missiles. Franchement, il est excellent. On le jouait systématiquement avant en Sylvaneth quand il est sorti. Je pense qu'on le remettra très très souvent dans les listes. Oui, et puis en fait, il donne, mine de rien, une projection colossale à certaines unités qu'on n'a pas encore vues, qui n'en ont pas nativement. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il était bon, il a perdu un peu en tankiness, sauf qu'il revient. Voilà, donc ça peut être rapidement l'enfer. Nous passons donc maintenant au Warsong. Donc le Warsong, 6 de move, 7 PV, save à 5 au C2. On va pas parler de son profil de close qui n'est pas particulièrement incroyable. Grosso modo, les unités Sylvaneth entièrement à 12 de lui vont avoir une ward à 6. Et les unités ennemies vont avoir un -1 à leur ward. Ce qui peut quand même être bon, mais peut-être plus dans une optique de liste d'équipe ou dépendamment du méta. Au niveau de ses passifs, ajoutez 1 au jet de dissipation et au jet de bannissement pour cette unité, tant qu'elle est entièrement à 6 d'un ou plusieurs Wildwood. C'est pas mauvais, mais voilà. Et enfin, son sort emblématique qui l'a fait rentrer dans quasiment toutes les listes, s'est pris un bon gros nerf dans la tête, puisque valeur de lancement de 7. Choisissez un Wildwood entièrement à 18 et 3 cibles ennemies qui sont à 9 de ce Wildwood. On jette un des 3, si on fait 2 ou plus avec ce des 3, c'est la valeur en blessure mortelle qu'on va pouvoir infliger, c'est-à-dire donc au maximum 9 blessures mortelles. Ouais, réparti sur les 3 unités. Donc c'est beaucoup moins fort qu'avant. Très concrètement, on le prenait avant principalement pour son sort. Aujourd'hui, son sort n'est pas incroyable. Le seul truc bien avec lui, c'est qu'il donne une protection à 6, mais qu'on peut retrouver à 5 avec la Dame des Serments. Je suis pas sûr qu'on le voit tant que ça. C'est un sorcier niveau 2. Bon, on a d'autres très bons sorciers dans l'armée. C'est peut-être son problème en fait. C'est-à-dire que dans certaines armées, on l'a vu en Cool Boys, ne serait-ce qu'avoir un mec qui file une ward à 6, même s'il n'est pas sorcier, c'est cool. Là, en fait, il a un sort qui. Enfin, il a une aptitude qui peut être en dessous d'un sort. Il a en même temps un châssis qui est plus forcément incroyable. Son sort a été nerfé. Bon. Ouais, bof. Un peu déçu. C'est moins bon. Nous passons donc maintenant à l'Arche Revenant, le meilleur ami des Kurnoth. Bon, on va la faire courte, il est excellent. Son profil de close est tout à fait correct sans être incroyable. C'est un elfe, donc ça blesse à 4. 12 de mouvement, ce qui est quand même déjà relativement énorme. Il vole, 6 PV, save à 4, 2 dossés. On va commencer avec le moins bon. N'importe quelle phase de mêlée, jusqu'à la fin du tour, il peut avoir soit une ward à 4, soit avoir un bonus, on va dire, offensif. Oui. Bon, la ward à 4, ça fait toujours plaisir. Et enfin, il a un passif qui est relativement simple. Les Kurnoth amis entièrement à 12 de lui ont +1 à la blesse pour leurs armes de mêlée. C'était le meilleur ami des Kurnoth avant. Ça le reste, grâce à cette bulle incroyable. Écoute, si on joue des Kurnoth, et on en jouera certainement, on le jouera. C'est plus un bless, c'est très très bon. C'est une unité qui est extrêmement forte, en plus elle est autonome, elle peut se passer une ward à 4. Puis ça bouge de 12, donc ta bulle, tu vas bien la promener. Exactement, donc honnêtement c'est juste excellent. On passe maintenant à Durtu, la plus grosse meuleuse des contrées des clairières Sylvaneth depuis des temps presque immémoriaux. Assez simple, 14 PV, save à 3, déjà c'est énorme. 5 de move, j'ai déjà compté l'optimisation qu'on a vu tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il peut passer de 5 à 7, c'est quand même pas mauvais. 5 dossés, son tir qui est tout à fait correct, mais surtout l'épée gardienne qui envoie 4 parpaings en 3-2, -2-5 anti-monstre.
Le mec peut se promener quand même avec tout simplement un +1 à la touche et il va envoyer 4 parpaings en 2-2, -3, 5 sur les monstres. On commence à faire beaucoup. Et enfin, les énormes griffes empaleuses qui sont en crit mortel, 2 attaques en 4-2, -2, 3. Exactement. Au niveau de ses aptitudes, c'est assez simple. Il a un passif qui dit que lorsque l'unité sur laquelle il tape est à 3 dans Wildwood, il a +1 pour toucher. Donc en gros, il est en 2-2 et en 3-2. Et enfin, duel titanesque, donc c'est un rampage qui s'utilise à n'importe quelle phase de mêlée. On choisit un monstre avec lequel il est en mêlée sur un 3+, soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de la cible jusqu'à la fin du tour. C'est bon aussi. Alors, Durtu, ce qu'il y a de bien, c'est que Il n'est pas avant... nommé. C'est ça qui est bien. Surtout. Oui, déjà, il n'est pas nommé. Mais il a jamais été nommé, tu m'as fait peur. Non, il n'a jamais été nommé, donc ça tombe bien, il est toujours pas, donc ça, c'est très bien. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que avant Durtu, il avait besoin d'être à côté des forêts pour avoir son bonus au niveau du nombre d'attaques qu'il avait balancé, etc. Et on était un peu triste d'avoir un Durtu, des fois, au milieu de la map, sans bonus particulier pour augmenter son nombre d'attaques. Là, au moins, aujourd'hui, c'est fixe. Il a 4 attaques. Et moi, je préfère comme ça. Je sais toujours ce qu'il va à peu près faire. Alors, Durtu, il tabasse. C'est pas nouveau. Il tabassait déjà avant. Maintenant, PA -3 de manière autonome sur les monstres. Il y a des Archaon, il y a des Star Drake, il y a des trucs qui va regarder mauvais. Et puis surtout, quoi, le 5 de move, +2 avec l'optimisation qu'on a vu précédemment, plus le Beltanos qui permet de courir et charger, donc potentiellement avec un PC, une course à 6, donc 13, ça commence à bouger vite, hein. Ouais. C'est pas rigolo. Donc Durtu, on le jouait avant parce qu'on adorait les meuleuses comme lui, et on continuera d'en jouer parce qu'on adore les meuleuses comme Durtu. Ouais, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on va presque avoir envie de le jouer comme... alors après, tout ça coûte très cher, hein, mais on va avoir envie de faire en sorte qu'il puisse revenir à un PV. On n'oublie pas que ça se soigne, on n'oublie pas que si on joue à l'Ariel, potentiellement, ça peut revenir. Donc en fait, c'est marrant parce que l'optique a complètement changé. Avant, on s'en servait vraiment de manière ciblée pour aller sniper tel truc. Et autant là, en fait, le but, ça va être de faire le maximum de carnage possible avant d'espérer peut-être le ramener un petit peu plus tard dans la partie. C'est une optique qui est différente. Reste qu'avoir des profils en 2-2, -3-5 sur une V4 où la volonté, c'est quand même de diminuer la létalité. Je pense que c'est régulier qu'on se prenne 20 dégâts, quoi. Ah oui, bah Durtu ne fait pas partie de l'innovation V4 où il fallait baisser la létalité. Lui, il est toujours létal. Donc il est super heureux, quoi. On passe maintenant au Trilord. C'est à peu près le même châssis que précédemment. 5 de move, save à 3, 14 points de vie au C5. Il a des racines étrangleuses, donc c'est important. 3 attaques en 3-2, -1-2 avec tir en mêlée. Et il a une attaque de balayage anti-charge plus un perf, donc 4-2, -1-2. Et les énormes griffes empaleuses qu'on a déjà vues. Il a un rampage qui est assez cool, puisque une fois par phase de mêlée, à n'importe quelle phase de mêlée, sur un 3+, il prend une unité avec laquelle engager -1 à la blesse jusqu'à la fin du tour. C'est très fort, -1 à la blesse. Et enfin, n'importe quelle phase de tir, il a un petit truc assez sympa. S'il a infligé des dégâts à une cible avec les racines empaleuses sur un 3+, la cible ne peut pas ni courir ni se replier jusqu'au début de notre prochain tour. Ouais, et à noter également que maintenant il est héros. Donc voilà, c'est plus juste un monstre de l'armée, c'est un héros, donc il est éligible à recevoir les traits, les artefacts, et etc. pour un prix un peu réduit par rapport à un Durtu ou un Trilord ancien. Donc franchement, c'est cool. Les hommes armes, j'ai toujours aimé moi ça, parce que c'est pas si cher pour la résistance que ça peut offrir, et puis surtout, on voit que les monstres quand même qui regagnent pas mal de PV sont intéressants. Là, c'est l'un des monstres les moins chers du BT. Eh ben, on a envie de le jouer parce que justement, 3+ de save, il va pouvoir être enquiquinant avec son -1 bless, ça peut vraiment faire mal parce que là, on peut du coup ne pas du tout réussir à le tuer et lui, il regagne full PV derrière. On le voit globalement à chaque fois, on est sur des châssis qui ont entre 14 et 16 PV, save à 3, qui peuvent coller des -1 bless, des -1 touche, qui peuvent avoir des wards à 5, qui peuvent se soigner de 3 à chaque fin de tour. Ouais. On est quand même sur une grosse tankiness. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que quand on va partir dans ces optiques de liste, on va être capable d'aller reprendre les objectifs suffisamment tôt? Parce que mine de rien, tout coûte cher. Si on veut les ramener, ça veut dire qu'il faut rentrer une à l'Ariel. Si on veut que ça impacte rapidement, ça veut dire qu'il faut rentrer un Beltanos. On passe maintenant à sa version ancienne, puisqu'on passe au Trilord ancien, donc il est toujours un héros. C'est un sorcier de niveau 1. Alors lui, son rampage est un petit peu différent. C'est pas 3+, -1 bless, c'est 4+, frappe en dernier. Hyper dissuasif, relativement horrible. Et enfin, il a une aptitude une fois par tour à votre phase de héros. Choisissez un bois sauvage ami visible entièrement à 18. Jetez un D3 sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à toutes les unités ennemies qui sont à portée de mêlée de ce Wildwood.
Ouais, c'est pas si mal. Alors, le 4+, comme tu disais, frappe en dernier, il est très dissuasif et surtout que c'est pas la seule occurrence qui permet d'avoir un fight, Ouais. en dernier dans l'armée. C'est vraiment pour ça qu'on va le regarder et parce que c'est un sorcier et parce qu'on a besoin d'invoquer ses forêts. C'est pour ça qu'on va le regarder. Moi, je l'aime bien. De toute façon, les hommes arbres, tu as toujours envie d'en jouer plein. Tu as envie de faire une petite forêt. Donc, c'est vrai que tu le disais avant, tout est bien. Va falloir faire des choix. Tout se discute. C'est un sorcier, ça dépend si vous avez suffisamment de sorciers, vous allez peut-être pas le choisir. Si vous manque des sorciers et que vous voulez en même temps un gros qui tape un peu, vous allez le prendre. Voilà, c'est des combinaisons différentes, mais il est très bien. Il a quand même perdu par rapport à avant son côté un Ouais. petit peu spécifique, et c'était vraiment la raison pour laquelle on le prenait, qui était de ramener une forêt. N'importe où en plus sur la Voilà. table. Donc en fait, il a perdu ce côté un peu singulier qu'il avait, Ouais. et qui faisait qu'on se disait, ok, il faut que je rentre un thriller d'ancien dans ma liste, parce que ça va me faire gagner du temps vis-à-vis de mes forêts, etc. Donc, est-ce que relativement, ça fait pas partie de ces unités qui ont perdu par rapport aux autres? Alors Le Rampage à 4+, c'est cool, mais soit ça se passe et c'est très cool, et ça passe pas, c'est horrible, quoi. c'est vrai aussi. L'armée a beaucoup changé. Hein. Les forêts qui ne sont plus aussi accessibles qu'avant. Enfin, quand on a Beltanos et une Dame des Serments, ça commence à le faire. Bon, c'est comme j'ai dit, c'est pas mauvais, mais ça va dépendre surtout de si tu as suffisamment de sorciers ou pas. Et vous allez être surtout sur des choix de plus en plus tranchés parce que manque de points, tout coûte cher. On parle que de gros qui sont tous bons. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, évidemment. Il va falloir faire des choix. On passe maintenant à la branche Witch. Donc la branche Witch, 6 de move, Ouais. 5 PV, save à 5, 2 dossés. C'est profil de corps à corps, c'est pas pour ça qu'on la prend. Elle a une aptitude une fois par tour en phase de mêlée ennemie. Si cette unité est entièrement assise d'un ou plusieurs Wildwood amis, choisissez comme cible une unité Sylvanette amie entièrement à 12 de cette unité. Sur un 3+, la cible frappe en premier jusqu'à la fin du tour. Exactement. Donc, c'est très fort. Déjà, c'est du 3+, c'est pas du 4+, comme on a vu juste avant. Et ce qu'il y a de très bien aussi, surtout, c'est que c'est n'importe quelle unité, vous allez en choisir une qui est entièrement à 12 d'elle. Donc ça veut dire qu'à votre adversaire, vous pouvez faire 2 propositions. Il ne sait pas, enfin, forcément que s'il ne prend pas les 2, eh ben, il n'a pas de bon choix. Peu importe où il va charger, vous pourrez appliquer le fight en premier sur n'importe quelle des 2 unités que vous avez. Donc en fait, il ne peut pas l'esquiver, entre guillemets. Donc ça, c'est très fort. Ça va permettre de fiabiliser pas mal. Tu me rentres dedans, j'ai mes gros, j'ai pas envoyé mes gros, mais tu veux me rentrer dedans, ils vont quand même taper en premier. Et un Durtu qui tape en premier, c'est une catastrophe. Une Alarielle qui tape en premier, c'est une catastrophe. Un Beltanos qui tape en premier, c'est une catastrophe. Bref, il y a beaucoup de catastrophes. Ouais, C'est du 3+ dépendant. C'est le seul truc qui est toujours un peu embêtant avec ce genre de jet de dés. C'est que... Ouais, donc à noter, c'est quand même un sorcier de niveau 1. Ce qui peut être assez cool, c'est quand on commence à voir les synergies entre d'un côté, on va mettre un fight first, de l'autre côté, le TLA va mettre un fight last. En fait, finalement, on peut avoir beaucoup d'activations d'affilée, dépendamment de la manière dont ça se passe. C'est toujours dépendant de jet de dés, donc malheureusement, ça crée énormément de variances. Mais disons que d'emblée, même si on ne le passe pas, ça a un côté dissuasif où l'adversaire va devoir anticiper en se disant il peut se passer des drames, quoi. Exactement, donc dans ses choix, il va falloir qu'il se dise, si se passe ça, si je perds la game sur ça, ok, je le fais pas. Voilà, c'est ça un peu ce côté dissuasif que moi j'aime bien. Suite à un petit changement de tenue qui nous a permis de nous délester de quelques vêtements afin de revenir dans une condition plus acceptable vis-à-vis de la température extérieure, Exactement. nous allons donc attaquer les unités non-héros, et on va commencer avec les Gossamis d'Archer. Donc, les Gossamis d'Archer, comme d'habitude, c'est le même châssis, 2 PV, 12 de move, save à 5, 1 dossé. Ils ont leur tir en crit de bless auto, donc portée 12, 2 attaques en 3-3, moins 1-1, et des attaques de close dont on ne parlera pas. Notez qu'on a maintenant sur cette unité une cohésion à 2 pouces, c'est pas mal, quand pour le reste du jeu c'est à 0,5. Et leur règle phare qui était un espèce de désengagement sur un unleash sur 2+, maintenant c'est que une fois qu'elle a tiré, à la fin de n'importe quelle phase de tir, elle peut bouger de D6. Ouais, donc c'est différent d'avant. Avant, tu faisais... Alors déjà, c'était sur un 2+, donc t'étais tout penaud quand t'avais fait un 1. C'est quand même une unité qui a, je trouve, perdu de sa superbe dans le sens où avant, contre les armées de close, c'était extrêmement fort. Parce qu'en fait, vous le placiez devant, ça vous... En fait, le mec faisait sa charge, c'était un Michel de plus, vous reculiez 12, ce qui veut dire que s'il n'avait pas d'unité derrière, il ne pouvait même pas déclarer de charge. Donc c'était une unité qui était là pour temporiser les charges, les phases de close adverses. Moi, je la vois, et si je la prends, ça sera uniquement pour remplir des battles tactiques, parce qu'elle va vite, mais ça sera plus du tout ton écran de devant pour temporiser sur la game, donc
Pas sûr que j'en joue beaucoup et pas sûr qu'on la voit beaucoup tant Ouais. qu'elle se joue comme ça. On passe maintenant au Sylvetorv, donc qui est une nouvelle espèce de petite bande. 2 PV, move de 5, save à 5. Au niveau du tir, donc c'est de la belle saturation au tir en reine-1, dégâts 1, qui a surtout une capacité qui est extrêmement forte, qui s'utilise n'importe quelle phase de charge, qui dit que si il n'y a aucune unité Sylvanette à 6 de cette unité, vous pouvez prendre une unité ennemie à 12 qui va retirer D3 à ses jets de charge jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc l'habilité est très forte. Heureusement qu'ils ont précisé. À mon avis, ça se trouve, ils ont dû l'écrire et se dire, waouh, ça paraît très fort, on va mettre une restriction, pas d'amis à 6 de cette unité. Bon, bah du coup, ça veut dire que vous allez la jouer de manière autonome ou l'avancer un petit peu en se disant, au pire, elle va donner son debuff sur une grosse unité impactante de votre ennemi. Et tant pis pour elle si derrière elle se fait choper, mais au moins l'unité adverse, bah quelque part, elle ira pas choper mes unités précieuses à moi. Moi, j'aime bien. D'autant plus que, bah, mine de rien, si tu poses ça sur un objectif, tout seul, tu vois, en petit gardien de but, bah, moins des 3 à la charge, si tu fais un petit redéploiement, que la charge commence à être un peu longue, moins des 3, il peut bah, potentiellement se rater si lui, sa tactique de bataille demandait à reprendre un objectif ou s'il voulait simplement marquer le mort sur pas mal de scénarios qu'on a vus. Donc moi, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est une bonne petite unité. On passe maintenant aux deux variantes de libellule. Donc la libellule, c'est cette unité qui est arrivée un petit peu en dernière dans les Sylvanettes, qui est assez jolie d'ailleurs. Donc 5 points de vie, 4 de sauvegarde, 12 de move, 2 de contrôle. Au niveau des mandibules, c'est la même chose. Il y a une unité qui est en lance et l'autre qui est plus défensive. Les lances, c'est charge plus un dégât anti-cavalerie. Les autres sont crit mortels. Au niveau des aptitudes qu'elles ont les deux la cohésion à 2 pouces. Elles ont les deux la capacité de les soigner de 3 à la fin de n'importe quel tour. Donc ça, c'est très chouette. La variante en lance sur un 3+, quand elle est chargée, peut taper en premier, alors Ouais. que l'autre variante permet, pour les unités Sylvanettes à 12, de faire des ralliements à 3D supplémentaires, donc c'est-à-dire à 9D. Ouais. Alors, globalement, c'est un peu le même fonctionnement qu'avant, écrit différemment bien évidemment, mais dans le sens où vous en avez une qui est là pour charger et l'autre qui est là pour support, donc le fait de soigner mieux, etc. Donc, moi, le problème avec celle qui charge, c'est que c'est sur 3+, même si c'est fort, bah, si tu bases ton plan sur le fait que je vais envoyer plusieurs unités en te disant que elle va avoir le fight first, bah, le 3+, c'est toujours un peu embêtant sur des habilités qui sont aussi fortes et qui, en fait, peuvent complètement changer votre plan à l'instant T au moment de la phase de combat. Ça m'embête un peu. Maintenant, c'est quand même du dégât 2 en charge, donc c'est pas mauvais, ça se déplace vite. Donc elles font toujours le même taf qu'avant, elles vont aller vite dans l'adversaire, taper très fort. Malheureusement, comparé à avant, c'est-à-dire qu'avant elles pouvaient taper et pallier au fait qu'elles n'étaient pas résistantes en partant directement avec le strike and fade. Aujourd'hui, c'est plus le cas, elles vont devoir passer une phase entière au corps à corps avec l'ennemi. Pas sûr qu'elles apprécient ça. Ouais. Donc c'est là où ça m'embête un peu. Par rapport aux autres qui sont un peu plus de soutien et donc défensifs, 9 G de ralliement, ça commence à faire beaucoup. On a pas mal parlé des grosses unités comme les Durtu, les hommes arbres, etc., Beltanos, qui remontaient en PV. 9 G pour ces unités-là, ça commence à remettre pas mal de PV. Ouais, en fait, on a toujours cette variante défensive qui va être là pour, comme tu as dit, soigner, l'autre qui va être vraiment en anti-cavalerie. On n'oublie pas quand même que c'est une unité qui potentiellement peut revenir avec Alarielle, etc. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau par rapport à avant. C'est une unité qui a beaucoup de mobilité, qui peut tenter d'aller faire du sniping et qui, pour le coup, elle, n'a pas forcément besoin de la TP des Sylvanettes. Donc voilà, on est toujours sur cette optique d'unité satellite qui représente quand même 15 PV à chaque fois, donc c'est pas négligeable. Maintenant, c'est de la save à 4, et comme tu l'as dit, il va falloir potentiellement tanker une riposte adverse, ce qui n'est pas forcément évident. C'est peut-être, pour celle de charge, c'est peut-être cette unité que tu as envie d'envoyer très vite dans l'adversaire pour qu'elle meure, pas dans le but qu'elle meure, mais que si elle meurt, c'est pas grave, parce qu'avec Alarielle, derrière, tu pourras directement commencer à profiter tes 4+ pour la ramener. Voilà. Bon. Je trouve globalement ça moins fort qu'avant à cause du Strike and Fade qui se joue différemment. On passe maintenant aux stars de cette troisième version, à savoir les Kurnoth Hunter. Donc les Kurnoth, pas mal de changements. 5 de PV, move de 5, save à 4, 2 d'OC. Alors il y a pas mal d'aptitudes qui sont communes. Globalement, que ce soit les épées, les faux ou les snipers. Vous allez comprendre pourquoi on les appelle les snipers maintenant. Exactement. Vous avez grosso modo ceux qui sont avec épée qui sont là pour charger, ce qui veut dire que à la phase de mêlée, si vous avez chargé sur un 3+, vous faites une blessure mortelle par unité. C'est pareil pour les Kurnoth Hunter avec faux, sauf qu'en fait c'est s'ils se font charger. Et dernière règle un petit peu particulière pour les Kurnoth Hunter de tir, on va passer un petit peu plus de temps sur eux, mais dans un second temps, ils ont la capacité d'ignorer la règle héros gardé.
c'est-à-dire lorsqu'il tire sur les héros, ce qui est quand même relativement fort. Au niveau des profils, on passe tout de suite au profil des épées, c'est 4 attaques en 3-3, moins 1-2 crit mortel. Ouais. Ce qui est quand même solide, on n'oublie pas, on a l'Arche Revenant qui est là pour nous faire blesser sur du 2, donc c'est quand même extrêmement fort en bulle. Ceux avec faux, ils ont 3 attaques en 3-3, moins 1-3 anti-charge. C'est-à-dire que ça va meuler en moins de 3 lorsqu'ils vont le faire charger. Et les Curnotes de tir, ils ont 2 tirs portée 18 en 3-3, moins 1-2, anti-héros plus un perf. Ouais, donc eux, ils sont vraiment là pour tuer du héros. On va en parler dans un second temps. On va commencer par les deux premiers qui sont plus comparables parce que c'est un peu comme les libellules. Tu vas avoir maintenant les Curnotes épées qui vont être là pour charger et donc vraiment aller chercher l'adversaire, et ceux avec les faux qui vont être là pour attendre l'adversaire et dire que si tu viens, tu vas passer un sale quart d'heure dans ma petite forêt. Donc c'est ça que ça veut dire. Alors moi, ce que j'aime bien, on va un peu débattre sur ça. Déjà, la première chose à parler, c'est qu'ils sont passés de Sève à 3 à Sève à 4. Ça leur fait mal. Les Curnotes, surtout fin V3, étaient connus pour une résistance effroyable pour l'adversaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, c'est moins résistant, même si la PA a baissé, etc. Bon, c'est une sève à 4, voilà. C'est plus une sève à 3. Donc, on est un petit peu tristoun sur ça. Bon, pas très grave. Moi, j'aime bien celle avec les faux. Pourquoi? Parce que celle avec les faux, elle combote bien avec plusieurs personnages. Déjà, la Branch Wish, qui fait un frappe en premier, ce qui veut dire, sur 3+, hein, mais ce qui veut dire que, en fait, quand l'adversaire va venir, il va se dire, ok, si tu viens, potentiellement, sur 3+, tu vas te prendre ça. Ça donne pas très envie de les charger, ces petits bonhommes, juste pour l'éventualité qu'ils frappent avant toi. Juste pour cette éventualité, tu dis, ouais, donc si j'y vais, si tu fais un 3+, potentiellement, je suis plus là, quoi. Ouais. Est-ce que je charge? Bah, des fois, l'adversaire va se dire, bah non, je vais pas y aller, je peux pas détourner ça, trop compliqué, donc j'y vais pas. Donc c'est pour ça que eux, je les aime bien, ils vont être des bons gardes, surtout pour les unités que vous allez envoyer, ramener avec le Strike and Fed, on les remet derrière ça. Eux, ils sont là, ils sont bien pour garder, quoi. Maintenant, ceux qui font les BM, alors, ils sont très bien, attention, il n'y a pas de souci, mais ils vont moins bénéficier, par exemple, du revenant, tu parlais tout à l'heure, avec le plus un bless. C'est très fort, c'est vrai. Maintenant, quand on fait des BM sur 6 à la touche, bah, forcément, c'est un peu moins fort d'avoir un plus un bless derrière parce que tu cherches surtout les 6 pour faire directement 2 blessures mortelles. Ils tapent bien, ils vont faire un petit peu leur travail. Moi, je leur préfère la version défensive. Ouais, faut pas oublier hein, de tout ce qu'on a vu quand même entre l'Arche Revenant, les différentes aptitudes qui permettent de donner des plus un touche sur des unités ennemies, vos Curnotes avec des faux. Le but, ça va être évidemment qu'ils chargent pas, mais même en chargeant, hein, ça peut faire des trous, ça dépend dans quoi ils chargent, mais ils vont se retrouver à avoir 9 pains, souvent en 2-2, moins 2-3, sans compter les BM qui auront eu lieu juste avant. C'est quand même extrêmement violent si on est en tapant premier. Il faut être capable d'encaisser ça, quoi. Maintenant, on va pouvoir parler de ceux, les snipers, comme on les a appelés maintenant. Alors, maintenant, au moins, ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils ont une fonction qui est très clairement définie. Ils vont aller choper les héros à distance et ils vont les sortir. En plus, en ignorant la règle héros gardés qui est très fort. Hein. Donc, tous les héros, on pense à toutes les armées qui ont des héros buffers comme les Fire Slayer, il y en a plein, même les Osiark, il y en a beaucoup. Eh ben, eux, au moins, ils vont pouvoir casser le mécanisme d'en face. Et même si on tire sur un héros qui donc n'est pas un petit héros à pied fragile, on va dire, un héros potentiellement monté, par exemple, eh bien, avec anti-héros, donc plus un PA1 corps supplémentaire, bah, ça fait quand même mal. Donc, Ouais, en fait, je pense que typiquement, quand on va jouer Sylvanette, c'est l'unité potentiellement renforcée qu'on va avoir envie d'avoir en unité de garde d'honneur, parce que, on n'oublie pas, hein, ça veut dire que lorsqu'ils vont tirer sur la garde d'honneur adverse, ça va être du 2-2, donc ça veut dire déjà que vous êtes sûr sur le général adverse d'avoir 6 pains en 2-2, Rennes-2, dégâts 2. Pas de règle d'attention messière, donc c'est quand même assez fort. Voilà, typiquement, c'est vraiment, on en parlait un petit peu sur la review du MDG, vous avez envie d'avoir une unité de tir pas facilement attrapable dans la garde d'honneur, dans le bataillon du général. Voilà, typiquement, c'est un très bon candidat, il touche à 3, il blesse à 3, bah là, il va toucher à 2, blesser à 2 sur les unités du bataillon du général. Donc franchement, j'aime beaucoup cette... Alors, évidemment, c'est pas à chaque fois parfaitement équilibré, on l'a vu sur SCE, on l'a vu d'une manière un petit peu différente sur la partie Iron Joe, etc. Mais j'aime beaucoup cette logique d'essayer de dire, pour les variantes d'une même unité, on va avoir un profil
qui va être un profil offensif, un profil qui va être défensif. Alors là, l'écurneau de tir, c'est pas forcément le profil polyvalent, mais d'avoir vraiment un rôle pour chaque et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui soit strictement au-dessus des autres. On enchaîne maintenant avec les Dryades, qui est donc unité de ligne tout à fait excellente comme d'habitude, 6 de move, save à 5, le profil offensif n'a aucune espèce d'importance, et lorsqu'elles sont entièrement assises dans Wildwood, on a -1 à la touche, -1 à la blesse. Au tir comme au corps à corps. Et donc, c'était déjà très bon. Aujourd'hui, c'est dans un sens encore meilleur parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de profils qui vont toucher à 4 aujourd'hui. Ouais. Tous les profils typés orc, ogre, etc. qui touchent à 4, bah, quand ils se mettent à toucher à 5 sur ces petites dryades, ça commence à être vachement compliqué. Donc moi j'aime bien. Attention quand même à la cohésion, ça joue par 10, on n'en parle pas souvent. Mais attention à pas perdre ses dryades bêtement sur la cohésion. Ouais. Voilà. Parce qu'avant, on faisait un espèce de, on pouvait pas mal les étendre. Aujourd'hui, on pourra moins les étendre pour protéger. C'est pas très grave. De toute façon, il faut être à 6 d'une forêt, donc on va pas pouvoir s'étendre à l'infini non plus. C'était bon avant, ça reste très bon maintenant et c'est une très bonne unité. Ouais, en fait, peut-être que leur plus gros nerf, c'est simplement le fait qu'on puisse casser les forêts. Puisque finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller taper sur des dryades qui sont entièrement assises d'une forêt si on peut juste arracher la forêt qui est à côté? Ça commence à se débattre et c'est assez sympa parce que c'est une proposition qu'on n'avait pas avant. Il n'y avait pas de choix à faire. On subissait, là, on va vraiment avoir le choix de se dire, ok, si le -1 touche blesse me fait vraiment trop mal, typiquement je touche à 4 de base, ça veut dire que je vais diviser, enfin je vais avoir que 2 tiers de mes réussites, bah peut-être qu'il vaut mieux aller commencer à enclencher la forêt et s'occuper des dryades dans la foulée. On passe maintenant sur les Sylves Revenants. Donc les Sylves Revenants, 6 de move, save à 5, 2 PV, un profil de close un petit peu moins violent qu'avant, puisque le chef n'a plus 36 attaques, rien de -1, dégâts 1. Ils ont toujours cette aptitude à notre phase de mouvement une fois par tour pour l'armée. Si cette unité n'est pas en mêlée, retirez-la du champ de bataille et placez-la à nouveau sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une nouvelle restriction qui est de ne pas être engagé. Ça, déjà, c'est un petit nerf. Il y en a d'autres, on verra. Bon, ça reste quand même une très bonne unité. Hein. Elle remplit le même rôle. Avant, on pouvait en jouer 2 x 5. Okay, et on pouvait TP avec ces 2 unités. Maintenant, c'est une TP par armée. Donc, si vous en jouez 2, il y en a une qui va faire son habilité, la deuxième ne pourra pas le faire. Mine de rien, ça change un peu. Ouais. Parce que pour les tactiques, etc., c'est bon, voilà, c'est un peu embêtant. En soi, si on n'en joue qu'une, c'est la même utilité qu'on lui trouvait avant. C'était pas parce qu'elle tapait qu'on la prenait, parce que de toute façon, elle tapait pas spécialement fort. C'était pas sa tankiness. On la prenait pour faire les tactiques de bataille. Elle les fera toujours aussi bien grâce à la faculté de TP. Ouais. Donc on la prendra toujours, évidemment, en Sylvanette. On passe maintenant au Spite Revenant, qui est une unité qu'on a vu relativement négligée par rapport au Tri Revenant pendant toute cette V3. C'est le même châssis au niveau du corps à corps, c'est 3 attaques en 3-4. Pas de reine, dégâts, crit mortel. Ils ont une aptitude à n'importe quelle phase de mêlée. Choisissez une unité d'infanterie ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. Sur 3+, la cible ne peut pas utiliser d'ordre jusqu'à la fin du tour. Ouais, alors l'habilité est bien, parce que pas d'ordre, ça peut sauver la vie hein, par moment. Bon, maintenant, encore une fois, dans cette version, moi en tout cas, j'ai tendance à alors préférer l'unité qu'on a vue juste avant, donc les Tri Revenants, parce que les Tri Revenants font les battles tactiques, que cette unité finalement ne tape pas si fort que ça, que si on l'envoie au CAC, c'est sur 3+, c'est pas non plus quelque chose de fiable. Est-ce que tu as envie de jouer une unité et d'investir des points pour une habilité en particulier qui va proquer sur du 3+, et qui des fois ne servira pas, parce que des fois l'adversaire non plus, les PC coûtent cher aujourd'hui, des fois l'adversaire va pas toujours utiliser des ordres, ou bien il aura tout simplement plus de PC aussi pour en faire. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'ils vont rester un petit peu dans l'ombre des Tri Revenants qu'on a vu juste avant. Nous allons donc maintenant passer au domaine de manifestation côté Sylvanette, donc 3 sorts persistants qui se lancent sur du 7. Le premier, la Guivre des Clairières, 8 de move, 7 points de vie, save à 4, valeur de 7+, pour la bannir. Au niveau du profil de corps à corps, c'est 6 attaques en 4-2, reine -1, dégâts D3, anti-sorcier. Donc anti-sorcier plus impair, ça veut dire que ça va commencer à cogner sur les sorciers. Vous avez 2 aptitudes. La première, à votre phase de mouvement, si cette manifestation n'est pas en mêlée, vous pouvez la TP et la mettre à plus de 9 des unités ennemies, et seulement à 3 des unités sorciers ennemis. Donc ça, c'est relativement cool. On voit qu'elle a envie d'aller manger du sorcier. Deuxième, fin de n'importe quel tour, choisissez un sorcier ennemi en mêlée avec cette manifestation. -1 au cast, à la dissipation et au bannissement jusqu'à la fin de votre prochain tour. Yes, du coup, elle est très bien, celle-là. Pour l'habilité de fait de TP à 3 des sorciers, nuancez attention parce que plusieurs choses à prendre en compte.
Généralement, avec ça, on va aller chercher des profils de petits sorciers pour les tuer, pour les assassiner. Généralement, les petits profils de sorciers, ils sont où? Dans un bunker au fond, et généralement, ils sont pas tout seuls, parce qu'il y a héros gardés, etc. Donc quand vous allez arriver à 3 du sorcier, c'est bien, mais il faut pas oublier qu'il y a une autre unité à qui vous devez arriver à 9, et potentiellement, en termes de géométrie, ça peut commencer à être embêtant. Maintenant, il faut également garder en tête qu'il n'est pas rare qu'un petit sorcier, voilà, à un moment donné dans la partie, se retrouve seul dans un côté de la map un peu excentré pour garder un objectif parce que voilà, parce qu'on a perdu pas mal d'unités et qu'il faut faire des choix, qu'il faut séparer et exploser un petit peu son château. Et ben là, il est très bien puisque lui au moins, il est fiable, il va se TP, il va l'envoyer et il va charger plutôt facilement puisque charge à 3. Et potentiellement sur son profil en plus, il peut one shot en une phase un sorcier. Et ça, c'est plutôt bon. Ouais, globalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que maintenant, les sorts persistants sont disponibles si on a choisi le domaine. Donc, il n'y a plus cette espèce de pari qu'on avait avant de se dire il faut que je tombe sur ça. Là, c'est vraiment une boîte à outils. Vous allez piocher dedans lorsque vous allez tomber sur des match-ups intéressants. Donc, voilà, franchement, une très bonne manifestation. On passe maintenant à la deuxième manifestation qui est le tronc d'arbre. Donc, le tronc d'arbre en profil de close qui a donc 3 attaques en 4-2 moins 1 des 3, qui a une aptitude à la fin de n'importe quel tour. Choisissez une unité ennemie à 3 pouces de cette manifestation. On retire à son OC le nombre d'unités amies qui ont été détruites à cette bataille. Donc une unité à 3 pouces, donc ça veut dire en mêlée. Bon, ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, je suis content que ce soit mon socle de Drisha. On passe maintenant à la ruche de Fielsin. Donc à noter que c'était le Endless qui donnait avant le plus 3 à la charge. Ça fonctionne à peu près de la même manière, hein. On prend une unité Sylvanette amie visible à 3 pouces de la manifestation comme cible, sur un de plus. Soit on a plus un court ses charges, pas mauvais, soit on a une ward à 6. Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins bien qu'avant, hein. Donc très honnêtement, moi je suis très triste de ces Endless Spells. Avant, on pouvait quand même avoir plus 3 à la charge, c'était vraiment fiable. Maintenant, bon, il n'y a plus ça, donc je suis pas sûr qu'on le joue. C'est là qu'on voit que les manifestations, à part la première qu'on a vue, étaient vraiment bien. Le reste, c'est très très bof. Donc possiblement, en Sylvanette, on va être tenté de prendre et de choisir d'autres domaines de manifestation génériques, peut-être un soleil violet, pour améliorer le tir des cœurs notes, par exemple, ça dépend de la liste. Donc voilà, je pense que pour les manifestations, c'est un peu un bof, un sentiment de... Ouais, c'est ça. Après, voilà, dans l'absolu, un plus un court, ses charges, c'est pas mauvais, mais on a vu, il y a des bons sorts en Sylvanette qu'on a envie de lancer. Donc finalement, est-ce qu'on va se passer Oui, d'un sort pour aller lancer cette manifestation? Voilà, après, c'est quand même une armée qui a des lanceurs de sorts de haut niveau. C'est-à-dire, on a des sorciers de niveau 2, 3 de manière assez régulière. Ce qui est rare, hein, quand on regarde à l'échelle Ouais. du jeu. Un Gobsprak, c'est un sorcier de niveau 2. Voilà, là, on a quand même des sorciers de niveau 3 et 2 assez facilement. Bon, c'est vrai que le domaine n'est pas incroyable, hormis le premier. Est-ce qu'on va aller le chercher? À voir. Nous en avons donc terminé de cette review Sylvanette. Mon petit Jim, quel est ton sentiment global? Globalement, le BT a beaucoup changé, ne serait-ce que par les habilités principales, le Strike and Fade, qui change beaucoup. Certaines unités n'ont plus le même rôle, hein. On pense par exemple au Trilord ancien qui avant était là pour mettre son petit arme, maintenant qui n'est plus là pour ça. À l'Ariel qui a quand même bien changé mine de rien avec le fait de pouvoir ramener des unités. Je pense que ça va jouer complètement différemment. Enfin complètement, on s'entend, hein, ça reste du Sylvanette, on va se promener dans les forêts. Également, hein, le fait que les forêts maintenant sont destructibles et donc ont des PV, ça va pas mal changer. On n'a plus les terrains qu'on pouvait sélectionner au début de la partie pour avoir des forêts déjà setup. Donc ouais, gros changement sur cette faction. Mais en même temps, on garde une bonne saveur, je pense, parce que on a des unités. Moi, j'ai très envie, encore une fois, de jouer des gros qui vont très vite, qui tabassent, pour tenter le proc de Alariel qui revient sur le 4+. Je pense qu'Alariel, tu as très envie de la jouer, parce qu'elle semble très forte quand même, et très synergisante pour l'armée. Maintenant, elle coûte assez cher, elle n'invoque plus également, on a perdu les invocations. Donc, ouais, beaucoup de changements. Ouais. Va falloir voir ce que ça donne. C'est pas, comment dire, à première vue, ça semble pas tout de suite plus fort. Je dirais même que pour moi, ça semble un petit peu en dessous de ce qu'on avait. Je peux me tromper, hein, encore une fois, on est au début de cette version V4. Il va falloir pas mal le pratiquer. Ce que j'aime bien, c'est que ça reste un BT à skill, dans le sens où plus vous le pratiquez, plus vous le jouez, plus vous allez être bon avec. Plein de petites aptitudes ici et là pour faire peur. Les frappes en premier, frappes en dernier, les TP, le mouvement est toujours super agréable en Sylvanette. C'est vrai que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est déjà le fait qu'on ait quand même plusieurs optiques, orientations de liste vis-à-vis de la sous-allégeance. On a vraiment une sous-optique qui va partir sur les gros, une sous-optique qui va partir sur les curnautes qui sont encore quand même très bons. Moi, ce que j'aime beaucoup, et ça c'est un truc qu'on retrouve dans la plupart des BT qui a l'air quasiment inhérent à, pour l'instant, ce qu'on a vu, enfin BT, index, vous avez compris, c'est qu'on a vraiment
des rôles spécifiques à chaque unité. On a plus d'unité qui est relativement factuellement meilleure qu'une autre. Voilà, chacun a un rôle. Les Kurnoth, les 3 versions sont jouables, très clairement. On va pouvoir réapporter du tir. Je pense que les Kurnoth de tir vont être très heureux de bénéficier de la garde d'honneur cette saison. Voilà. Honnêtement, il y a plein de choses à faire, soit dans une optique gros, soit dans une optique Kurnoth, et même dans des optiques de mix qui vont tourner autour, comme tu l'as dit, du fait d'avoir un gros à l'arrière, de les ramener, et d'avoir un petit peu de sniping fond de table. Bon, il y a quand même une mécanique de rip-hop qui fait quand même un petit peu peur dans la mesure où c'est du 4+, donc à voir ce que ça va donner, et il y a encore pas mal d'interrogations vis-à-vis des forêts, du fait que ce soit destructible, etc. On va donc s'arrêter là pour cette review quasiment exhaustive du Battle Tom Sylvaneth. Merci encore mon petit Jim, un petit like, un petit commentaire. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut, ciao.